Bonjour tout le monde. Voilà, c'est Lino l'ami de la civilisation du bois qui vous parle aujourd'hui. Voilà, donc de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui? J'aimerais vous parler de planter des arbres. Bonne ou mauvaise idée? J'ai lu plein de sources différentes dans des types de magazines assez différents. J'en ai entendu parler beaucoup, je l'ai vu sur des panneaux au bord de la route. Je pense je pense ne pas être le seul et qu'on est tous et toutes exposés à ça. On entend partout que il faut planter des arbres pour sauver la planète. Bon, je reviendrai peut-être dans un autre format dans une autre vidéo, une autre capsule, sur ce que ça veut dire que de sauver la planète. Ce qui me paraît être une véritable arnaque. Et je pense que plein de gens se sont déjà dit ça. C'est une réflexion qui est sûrement pas originale en tant que telle, mais qui, je rappelle sommairement, sans rentrer plus en détail, on sauvera pas la planète. La planète n'a pas besoin d'être sauvée. Elle se sauve très bien toute seule. Ce qu'on a envie de sauver, c'est une civilisation humaine à 8 milliards d'individus avec un niveau de confort ultra élevé qui est le nôtre aujourd'hui. Genre l'électricité, le chauffage, tout ça. Euh, c'est ça qu'on veut sauver, hein. Faut pas trop se mentir non plus. Mais bon, je ne développe pas plus ce point pour l'instant. Donc planter des arbres parce que les arbres ça stocke du carbone et les arbres c'est super et les arbres en fait ça fait tout plein de trucs trop génial. Donc plantons des arbres. En plus quelque part c'est pas si dur. Ça fait de l'activité économique parce qu'il faut faire pousser des arbres, faut les acheter, les planter même c'est une prestation qu'on va facturer. On peut faire des aides publiques et puis donc tout ça ça fait un super système. On plante des arbres. Et combien de trucs se sont mis là-dessus? Ecosia, le moteur qui plante des arbres. Il y a même une marque de chaussures, je sais même plus, qui rachète des forêts pour planter des arbres à chaque fois que tu achètes des chaussures. Voilà, parce que on sait tous que si tu as tué quelqu'un, du moment que tu adoptes deux bébés, eh ben tout va bien. Parce que c'est quand même ça, la logique de la compensation, il faut quand même le voir, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit, tu peux polluer, déboiser, là, tout ce truc derrière, du moment que tu replantes des arbres ailleurs. Donc, tu peux tuer quelqu'un du moment que tu adoptes son fils ou sa sœur ou son frère, tout ira bien. Ce qui est quand même, j'espère que vous vous en rendez compte, j'exagère, je force un peu le trait, mais quand même, c'est un peu délirant. Et c'est un peu fou de penser comme ça. Cette logique de compensation, hein, c'est vraiment une logique qui vient d'une pensée ultra rationnel poussé à l'extrême, ultra matérialiste, quoi, qui considère rien d'autre dans la vie que des sortes d'égalités mathématiques de j'ai enlevé un arbre, donc j'en remets un. Donc, et comme je vous dis, dès qu'on transpose ça, mais même pensez à si vous avez un chat, un chien, je vous enlève un chien, je vous en remets un. Vraiment, est-ce que c'est la même chose, quoi? Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas de la personnalité, de l'individualité, une présence unique qui fait qu'un être vivant peut pas être remplacé par un autre? Et ça peut vous sembler désuet ce que je dis là, mais si vous êtes un peu comme moi, que vous avez un rapport avec les arbres qui est quand même quotidien, familier et du coup intime, et ben vous savez bien qu'on ne peut pas remplacer un arbre par un autre, comme vous savez sûrement tous et toutes qu'on ne peut pas remplacer son chat ou son chien par un autre. C'est une autre relation, c'est une autre euh, manière de vivre et de ressentir avec ce chien, ce chat. Alors bien sûr qu'il y a quelque chose avec les chiens, c'est souvent comme ça, avec les chats, c'est souvent comme ça, et avec les arbres, il y a plein de généralités qu'on va pouvoir sûrement évoquer, mais pour autant, même peu philosophiquement et en termes de ressenti, d'être sensible, émotionnel, qui n'est pas juste un être de rationalité pure, comme je pense qu'on est tous quand même, des êtres de sensibilité, aussi, pas que, mais aussi. Et donc, ça me paraît quand même important de pouvoir dire, on remplacera jamais un arbre qu'on a coupé par un autre. Maintenant, quand bien même on s'abstrait de cette chose-là, on dit bon ok, on a compris, on ne remplace pas un arbre par un autre, mais ça vaut quand même le coup de planter des arbres et de maintenir, surtout bah voilà, il y a de la déforestation, il y a des trucs, on sait que les arbres ça fait de l'oxygène, ils font la respiration,
Puis ça fait plein de trucs super, ça stabilise les sols, ça filtre l'eau, ça offre des refuges pour les insectes et donc ça favorise les oiseaux, ça favorise tout un tas de choses quoi. Ça régule, ça fait une micro-régulation du climat. On sait même maintenant que les arbres font pleuvoir parce qu'ils savaient mettre des molécules qui vont se fixer dans la couche supérieure de l'atmosphère et qui vont permettre d'agréger l'eau pour faire des bulles, des gouttes pardon. Parce qu'il faut qu'il y ait des impuretés dans l'air pour qu'il y ait des gouttes d'eau qui se forment autour de ces impuretés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert. On a découvert que les arbres, en fait, étaient capables d'émettre des petites particules qui vont permettre à ces gouttes de se former. Donc, en fait, les arbres favorisent la pluie. Voilà, c'est des études. Peut-être j'essaierai de vous les mettre en description si je les retrouve. Mais je pense que ça se retrouve facilement. N'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Donc, en effet, l'arbre, truc magique qui vit plus des centaines d'années, pour ceux qui vivent le plus longtemps. Donc, très bonne idée de planter des arbres. Ok. Maintenant, il faut bien voir qu'est-ce qu'on appelle planter un arbre. Et qu'est-ce qu'on appelle une forêt? Qu'est-ce qu'on appelle un boisement? En fait, si la meilleure comparaison que je vais pouvoir vous faire, si vous pouvez la comprendre, si cette comparaison-là, cette métaphore va vous parler, c'est la différence qui peut exister entre, on va prendre trois situations, vraiment un peu caricaturales, mais le petit potager d'un papy ou d'une mamie qui habite à la campagne, la ferme maraîchère, donc une ferme maraîchère, c'est-à-dire une ferme qui fait des légumes, euh, dans une campagne ou en périphérie d'une grande ville, mais une serre un peu moderne, une ferme un peu moderne avec des serres, des tracteurs, des machins qui produit des légumes, mais par exemple une ferme bio, quoi. Et puis des champs de monoculture, comme on en voit beaucoup, qu'ils soient sous serre ou pas, avec des patates ou des tomates ou des machins à perte de vue sur une même surface, automatisée à maximum, optimisée pour le rendement. Et ben en fait, dans ces trois exemples, et notamment les deux qui nous intéressent quand même le plus, c'est le modèle de la ferme intensive et monospécifique, ce qu'on pourrait appeler, donc on fait qu'une seule chose, on fait que des tomates ici, voilà, par exemple, contre la ferme diversifiée, on va dire, la ferme qui va cultiver un peu de tomates, un peu de poivrons, un peu de courgettes, un peu de poireaux, et puis on va tourner suivant les moments de l'année, de la saison, on va essayer de respecter une forme de succession. euh, et de d'occuper en fait l'espace de la terre et de faire se succéder les cultures au fur et à mesure. Ce qui peut aussi se discuter, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Qu'est-ce que j'essaye de dire avec tout ça? J'essaye de dire que si on regarde du point de vue de la vie, de la biodiversité, de la dynamique du sol, euh, la ferme qui est diversifiée, elle est beaucoup plus vivante que la ferme en monoculture. Pour plein de raisons, mais plein quoi. Déjà, s'il y a une seule espèce partout, il y a que, par exemple, je sais pas, la coccinelle qui est à l'aise sur les tomates qui va être dans le champ. Mais si on a des tomates, des poivrons, des trucs, bah déjà on a les coccinelles qui aiment les tomates, on a les insectes qui aiment les poivrons, on a des papillons qui aiment les courgettes. Et ça déjà ça fait un peu plus de choses. Et s'il y a un peu plus de choses, donc il y a plus d'oiseaux, il y a plus de prédateurs, il y a peut-être plus de reptiles, d'insectes, d'autres choses qui vivent avec ces animaux-là. Donc c'est des cortèges et c'est des ensembles à chaque fois. Il y a pas, les animaux vivent, aucun animal ne peut vivre tout seul isolé. Et ils vivent tous en réseau, en relation avec d'autres dans cette fameuse notion de chaîne alimentaire qui est un peu un certain niveau de cycle, mais il y a aussi le niveau de l'écosystème, c'est-à-dire que, ben voilà, comme nous, on a besoin d'air pour respirer, d'eau à boire, de choses à manger, ça fait partie de notre écosystème finalement. Et donc, dans ce sens-là, les arbres, les plantes font partie de notre écosystème parce que c'est eux qui nous fournissent l'air pour manger, c'est eux qui vont filtrer l'eau qu'on va boire. Donc voilà, tout ça, c'est l'écosystème, c'est aussi un certain niveau qui n'est pas le même niveau forcément que la chaîne alimentaire, même si en fait les deux se retrouvent dans une même chose, vu que dans l'écosystème, a priori, il y a toute la chaîne alimentaire, finalement, mais quand même, voilà, pour dire que dès qu'on amène une diversité dans les espèces
qui sont cultivés en gros, ou qui sont jardinés, on pourrait dire, eh ben, il y a une diversité dans les espèces animales qui habitent ce lieu-là. Tout de suite, c'est obligatoire. Et donc, dans l'autre sens, s'il n'y a pas de diversité au niveau des espèces plantées, cultivées, jardinées, il n'y a pas de diversité dans ce qui vit autour et ce qui vit avec. Et donc ça, déjà, c'est un des premiers trucs. Quand on dit, on plante des arbres. Ok, mais si vous me faites des champs comme j'ai juste là, des champs de sapins, poum 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 poum, en rangée tous les 8 mètres, tellement alignés que si je vous prends une photo sur Google Maps, on va pouvoir trouver ensemble et on va pouvoir compter l'interligne entre les sapins, parce que en fait c'est tellement droit, c'est tellement rationalisé et tous ces trucs à la con, et que en fait on peut le voir depuis l'espace quoi. Depuis l'espace avec un satellite, tu zoomes un peu et tu vois une forêt, moi je suis capable de te dire si c'est des feuillus, des conifères, si ça a été planté ou si c'est un truc qui a poussé un peu plus tout seul. Parce que ça se voit en fait. Cet impact-là, il se voit. Et cet impact-là, il est énorme. Il est énorme parce que du coup, ça crée des régularités qui sont fausses, qui ne peuvent pas exister dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas 20 hectares, 30 hectares, 200 hectares qui sont cultivés avec une seule espèce qui existe, où il y a une seule espèce d'arbre qui s'est répandue. Ça ne peut pas arriver. Il y a forcément de la diversité, il y a des phases, il y a des successions dans les cycles. Parce que je vais essayer de vous peut-être de vous raconter un peu après comment, ce que c'est vraiment une forêt et qu'est-ce que c'est la vie d'une forêt. Et j'espère que vous aurez l'occasion de vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire de là je prends une parcelle, là comme ça, hop, c'est de la prairie, broum, on vire toute l'herbe, on fait et on plante des lignes de sapins, et puis voilà une forêt. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on nous dit aujourd'hui qu'on reboise, que par exemple en France, vous avez peut-être entendu ça, que depuis le minimum forestier français, qui était de l'ordre de 15% du territoire qui était boisé en 1800. On est aujourd'hui revenu à un niveau qui est à peu près de l'ordre de 30 à 35%. Donc on a doublé la surface à peu près de 10 à 20 millions d'hectares en 250 ans, en gros, mais un peu moins, ce qui entre guillemets est très bien. Mais sauf que si on regarde vraiment il n'y a pas que des forêts dans ces boisements qui sont référencés, répertoriés. Et quand on a reboisé, c'est une arnaque. On n'a rien reboisé, on a planté des champs de sapins et parfois des champs de châtaigniers ou des choses comme ça, mais c'est quand même le sapin, tout un tas de pins, notamment le pin Douglas qui est assez connu, qui est très valorisé dans les charpentes, la construction, pour la construction de vos écolieux dans les quartiers de Bobo, et ben c'est du pain Douglas. Et ce pain Douglas, il pousse en 40 à 50 ans assez facilement dans tout un tas de situations. Il est assez flexible, il est facile. Et puis pour peu qu'on le plante voilà, en rang de 8 mètres, bien espacés comme il faut, ils ont été plantés par des machines, ils seront ramassés par des machines avec la fameuse technique de la coupe rase. Quoi. Donc on plante tout d'un coup, on laisse pousser et puis à un moment on vient, on prend tout. Allez hop, et c'est parti. Ce qui est un truc totalement délirant quand même. C'est un truc juste totalement délirant. Imaginez quand même que chez vous, vous avez un petit troupeau de chèvres ou de moutons, n'importe quoi, enfin même ce que vous voulez, quoi. Vous faites pousser des framboises, vous avez dans votre jardin des fraises et des framboises, vous avez mis 10 framboisiers. euh, et ben là, en fait, c'est comme si je viens à un moment, je vous dis, bon ben, en fait, on va faire un truc, c'est quand la moyenne des framboises est mûre, je viens et je prends tout. Même si celles qui sont trop mûres et qui sont déjà pourries, je les prends aussi. Celles qui sont pas encore mûres et qui sont toutes vertes et qui mûriront que dans 2 semaines, je les prends aussi. Je prends tout. Voilà, coupe rase, quoi. Donc c'est quand même une certaine vision des choses qui est assez, qui est totalement débile en fait, qui est totalement débile, mais qui est juste qui marche par la productivité en fait, qui marche parce que ça permet d'avoir accès à une quantité de trucs et ça permet de récolter une quantité de bois pour un effort humain très, très modeste et très faible. Mais par contre, ça aura coûté à l'écosystème qu'on a totalement drainé, ça aura coûté en termes d'énergie, de pétrole, de machines, de construction de ces machines, de tout ça, de transport à tous les bouts du monde, de ces machines, de ces pièces, des mines,
Tout ça pourquoi? Pour après faire partir finalement ces bois dans des endroits, dans des scieries à la con qui l'enverront peut-être au final encore ailleurs pour que ça revienne sous d'autres formes comme produits assemblés. Truc totalement délirant. Donc ce système-là de la monoculture, typiquement la monoculture du sapin, hein, c'est quand même ça en France qui a pris largement le pas, quoi. Il faudrait que je puisse donner des chiffres plus précis, mais je sais que il y a quand même toujours une majorité de ce qu'on appelle de feuillus, donc tous les arbres type chêne, châtaignier, hêtre, charme, qui sont une autre famille que les arbres qu'on appelle résineux, donc tous les sapins, quoi. Et c'est un peu, on pourrait dire, il y a les arbres qui font une boule, quoi, un peu, hop, et puis il y a des arbres qui font un triangle. Et ben voilà. Les arbres en triangle, c'est les résineux, en gros, et les arbres en boule, c'est les feuillus, en gros. Et en fait, voilà, ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est, on parle de reboisement, on dit, on est super fier parce qu'on a planté 2 millions d'arbres ou machin en France. Intéressez-vous, si c'est pour ceux qui sont curieux ou celles et ceux qui sont curieux, curieuses, le Fonds forestier national. Et qu'est-ce que c'est toute cette histoire qui a commencé en 1947 en France? Intéressez-vous à ça. C'est vraiment très très instructif, quoi. C'est un morceau de l'histoire dont on parle pas beaucoup. Euh, mais voilà. Déjà, je voulais quand même faire un petit point sur le fait que on dit qu'on reboise, que la France a été reboisée. C'est pas évident. Pourquoi, ensuite, du coup, pourquoi c'est le moment, je pense que je rentre vraiment dans cette histoire de qu'est-ce que c'est une forêt? Bon, je vais pas vous donner une définition sortie de Wikipédia ou d'un super bouquin de gestion forestière que je pourrais avoir là, ou de biologie, ou de botanique, d'écosystémique, d'écologie. Voilà, il y aurait plein de choses à trouver, mais je pense que j'espère que vous me pardonnez je vais y aller un peu comme avec ce que je sens et avec mes mots à moi, quoi. Et donc c'est pas une vérité, c'est ma manière de comprendre tout ça. Et moi je dirais qu'une forêt, c'est ce qu'on pourrait appeler un super organisme. En fait, c'est un écosystème, dans le sens où je l'ai dit tout à l'heure. C'est un lieu, donc un espace physique qui est délimité et qui a une temporalité et des rythmes dans le temps qui lui sont propres, et qui est en fait une collection, un assemblage, un organisme comme quelque chose qui rassemble comme nous, on est un organisme, donc on a des bras, des mains, un cœur, des poumons, des trucs, et tout ça est rassemblé et fonctionne ensemble avec une forme d'unité. Et bien la forêt, c'est ça. C'est un organisme dont les organes, c'est les champignons, les arbres, les oiseaux, les rongeurs, les mammifères. Et il y a une diversité folle en fait de vie dans une forêt. Je pense que si on dit souvent, peut-être vous avez entendu ces trucs de dans la forêt amazonienne, il y a des hectares où il y a plus de diversité de nombre d'espèces que dans toute la France, quoi. Je dis, je dis peut-être une connerie au niveau du nombre ou quoi, en vrai, j'en sais rien, mais je sais que j'ai déjà entendu plus d'une fois ce truc de il y a des millions d'espèces dans un kilomètre carré de la forêt amazonienne. Bah, c'est ça en fait, c'est ce truc-là où même vous, si vous habitez à Paris, à Lyon, à Marseille ou je sais pas où, en France ou ailleurs, euh, vous pouvez demander à quelqu'un qui connaît un peu plus ces choses-là, un naturaliste ou un écologue, mais je pense que l'endroit où il y a le plus de biodiversité autour de chez vous, c'est dans la forêt la plus proche. C'est à peu près sûr. Parce que c'est un environnement euh, qui est totalement naturel dans le sens, qui est possiblement totalement naturel, ou en tout cas qui n'est pas sous l'emprise totale de l'être humain, comme peut l'être la ville, quoi, par exemple, qui est un peu l'exemple de, c'est quoi, un milieu, un écosystème qui est totalement et 100% sous la domination de l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres êtres vivants dedans, mais leur place n'est pas du tout la même, quoi. Quand on vit à Paris, la place des oiseaux, des arbres et des animaux qui vivent dans le haut de la Seine, on sent bien que c'est pas une place de premier plan, quoi. Ils ont la place qu'on leur donne, qu'on leur choisit, et point, quoi. Et déjà, on est bien sympa d'avoir mis trois arbres dans un parc. Quand on est dans une forêt, c'est quand même un peu l'inverse. La vie est là, la vie a pris sa place, la forêt existe parce qu'il y a un système qui fonctionne, qui met en lien tous les êtres vivants dans ce lieu.
Et on pourrait voir quand même la forêt comme un être qui a sa vie propre à lui. Et pour rentrer dans cette vision, je vous propose de voir les étapes de la vie d'une forêt. Tout d'abord, on a toujours, avant qu'il y ait une forêt, il y a forcément de la terre et de l'herbe, quoi, ce qu'on peut appeler le stade de la prairie, là, qu'on voit juste là derrière moi, ici, là. Donc, une étendue de terre, des herbes. Si on ne fait rien du tout, qu'on laisse cette terre en friche, comme on peut dire, première chose qui se passe, la ronce. La ronce ou la fougère, suivant le type de sol, qui arrive et qui recouvre le sol. Et qui va quelque part faire de la feuille qui capte la lumière, et en fait cette ronce, cette fougère, elle va venir au-dessus de l'herbe, au-dessus de la prairie, et du coup elle va l'éteindre en fait. Elle va la tuer parce qu'elle va lui bouffer le soleil qui lui arrive en étant au-dessus. Premier stade des choses. Avec en même temps un peu que ces ronces et tout ça, arrivent d'autres espèces qui sont les espèces de forêt qu'on appelle pionnières, des arbres pionniers. Qu'est-ce que c'est ces arbres pionniers? C'est tout un tas d'espèces qui sont capables de bouger avec le vent. Donc un chêne par exemple qui fait des glands, les glands c'est lourd, ça ne peut pas voler n'importe où, alors qu'un frêne, si vous savez ce que c'est un frêne, l'arbre que c'est, un peu comme un érable ou des choses comme ça, c'est des arbres qui font des petits hélicoptères. Vous voyez, des petits fruits, c'est des petits trucs là qu'on a tous vus dans la cour de récré quand on était môme, qui tournent. Et ben ça peut s'envoler avec le vent et ça peut parcourir des kilomètres. Donc en fait, il y a tout un tas d'arbres comme ça, ils ont une capacité à se disséminer très 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 loin, très vite. Et c'est des pionniers, des pionnières, on appelle ça. Ils colonisent dans ce sens-là, vraiment dans le sens de s'implanter dans des endroits où il n'y avait pas de forêt, dans un endroit vierge de forêt. Les premiers arbres qui arrivent, c'est ceux-là, les pionniers. Donc c'est les bouleaux, c'est les peupliers, c'est les saules. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore alors ça, c'est le sureau. Le sureau, si ça vous parle, qui fait ces petits arbustes là qui font des fleurs blanches au printemps dont on peut faire des beignets ou des limonades et qui font des fruits noirs que les oiseaux adorent. Donc voilà, il y a toutes ces espèces et toutes ces espèces, elles ont tout un peu les mêmes caractéristiques. C'est des arbres qui adorent le soleil, qui n'ont aucun problème à être à des endroits où il n'y a pas d'autres arbres et qui vont pousser très très vite. Donc un bouleau, un sureau, un peuplier, c'est des arbres qui vivent en gros entre 40 et 100 ans. Et à 60 ans, ils sont déjà très matures, quoi. Et en fait, ces arbres, quand je dis qu'à 60 ans, ils sont très matures, ça veut dire qu'ils sont susceptibles de mourir et de tomber. Et du coup, c'est toute cette classe d'arbres qu'on appelle pionniers, ils vont investir un espace qui n'était pas une forêt, et ils vont se développer dessus. En se développant, ils vont faire tout un tas de choses à la fois. Déjà, ils vont travailler le sol. Quand un arbre s'implante, un sureau par exemple, il crée des racines dans le sol. Donc en fait, il va ouvrir le sol avec des petits filaments, des petits doigts qui vont pénétrer dans tout le sol et qui vont le, le travailler, un peu l'émietter, l'aérer et permettre de le décompacter, ce qui est un truc super important. Et en même temps, ces arbres, ils perdent des feuilles, ils ont peut-être des branches qui se cassent, tout un tas de choses, et donc ils apportent aussi une matière nouvelle au niveau du sol, un amendement nouveau. Et donc ils apportent une concentration de telles molécules qu'il n'y avait pas avant. Ils apportent tout un tas de choses. Et une des choses aussi qu'ils vont apporter, qui est absolument fondamentale, c'est des nichoirs, des perchoirs pour des oiseaux. Parce que quand on est sur une prairie, comme là, s'il n'y a pas de barricade, comme on peut voir, ou s'il n'y a pas un arbuste au milieu, les oiseaux, ils viennent pas se poser à même le sol. C'est trop dangereux pour eux. Ils peuvent se faire attraper par tout un tas de prédateurs. Les oiseaux, ils ont besoin de venir se percher sur quelque chose. Et donc, ces oiseaux, ils vont, dès qu'il y a cette première génération d'arbres, les fameux pionniers dont on parle depuis tout à l'heure, eh ben, les branches de ces arbres offrent des perchoirs aux oiseaux. Ces oiseaux, ils viennent
et ils vont soit déposer des choses, parce qu'ils font des réserves, ils font des stocks, comme le jet par exemple, qui est le jet des chênes, on l'appelle parfois parce qu'ils planquent des glands. Ils planquent des glands à tout un tas d'endroits, et c'est les glands qu'il oublie qui aident aussi à faire qu'il y ait des graines de chêne qui repoussent en fait et qui donnent lieu à des nouveaux petits chênes qui poussent à tout un tas d'endroits, qui sont pas juste là où est tombé le gland à cause de parce qu'il était sous la branche qu'il a vu pousser quoi. Donc les oiseaux, ils jouent un rôle super important dans la dissémination des arbres et notamment tout ce qui est les petits fruits à noyaux. L'exemple le plus typique qui me vient tout de suite en tête, c'est le merisier. Le merisier, si vous ne savez pas ce que c'est le cerisier sauvage. C'est l'arbre qui existe en Europe depuis très longtemps et sur lequel on greffe tous les cerisiers justement qui sont plutôt moyen-orientaux, qui viennent d'autres climats. Et ben pour avoir des cerises chez nous, des grosses cerises rouges bien bonnes, on les greffe sur du merisier. Le merisier, ça fait des tout petits fruits rouges qu'on appelle des merises avec un noyau, que c'est comme des cerises mais en plus acide et en moins agréable à manger, quoi, même si ça se mange quand même. Et, euh, et ça, les oiseaux les mangent et ils vont se poser sur les branches d'arbres, par exemple d'un sureau qui vient de pousser dans un champ, et ils chient. En déféquant, quoi, il y a la graine qui va arriver, et si vous connaissez un peu ce processus-là, il y a tout un tas de graines qui ont besoin d'être digérées pour pouvoir être fécondées après ou pour pouvoir se développer plutôt que d'être fécondées. Voilà, pour pouvoir pousser vraiment. Et donc, et ben là, hop, grâce à ces arbres pionniers, il y a des oiseaux qui arrivent et les oiseaux amènent toute une nouvelle génération d'arbres. Et c'est ceux qu'on appelle les post-pionniers, donc ceux qui arrivent après les pionniers. Et donc là, on a des arbres aussi qui euh, sont dans une position plus entre deux. Ils aiment le soleil et ils aiment aussi un peu l'ombre. Ils aiment avoir des deux parce que du coup, ils vont pousser un petit peu à l'ombre des premiers, des fameux pionniers, mais en même temps avec quand même beaucoup de soleil parce que c'est pas ces arbres, ces fameux pionniers dont on a parlé, ils deviennent rarement très très grands ou alors vu qu'ils tombent très vite, ils laissent vite de la place. Ils laissent vite de la place pour ceux d'après. Et donc, quand je dis ça, je pense au fait, par exemple, que le sureau, ça pousse jamais très très haut. Ça sera vite dépassé par n'importe quel autre arbre qui peut venir après. Alors qu'un peuplier, ça peut être très grand, mais justement, d'autant plus grand, à 60 ans, il est rincé, il va tomber et il aura fait la place. Et donc, qu'est-ce qui arrive après ces arbres-là? Et ben, c'est toutes ces espèces post-pionnières de demi-lumière, demi-ombre, comme on dit, que vont être les frênes, les chênes, les merisiers, les érables, tout un tas d'espèces comme ça. Et donc ces espèces-là, c'est celles qu'on connaît souvent un peu le mieux. Voilà, le chêne, le châtaignier, tout ça, ça nous parle, on va dire, beaucoup. Et c'est des espèces du coup qui peuvent pas, qui auront beaucoup de mal à arriver toutes seules dans un endroit. Et ça, il y a plein de raisons. Et c'est pas juste une question de lumière non plus, c'est aussi une question de sol, une question de justement de la compacité du sol. Et c'est là que je vous disais, le côté, ces arbres-là, par exemple, un chêne, pour s'implanter, il va avoir besoin de pouvoir pénétrer dans la terre profondément et avec une vaste étendue. Si la terre est trop compacte, trop solide autour de lui, ça va l'empêcher, il n'aura pas la force de la percer. Le fait qu'il y ait déjà eu les sureaux, les bouleaux, les peupliers qui soient passés avant, eh ben, ça a permis de décompacter le sol et de faire la place pour ces graines suivantes. Donc ça, c'est super important. Cette succession, elle est hyper importante. Et après, quand on a, par exemple, des chênes, des châtaigniers qui sont établis, qui sont passés, ils sont arrivés grâce à nos pionniers, à nos bouleaux, euh, nos bouleaux, nos peupliers, nos sureaux. Ils sont développés en dessous et en même temps ils les ont dépassés parce que c'est des arbres qui ont une amplitude même en termes de taille et une vivacité qui est beaucoup plus grande. Euh, et donc au bout d'un moment, ben, les sureaux, ils ont été mis à l'ombre des chênes, des châtaigniers et ils sont morts. Parce que sans lumière, à un moment ou à un autre, ils sont obligés de s'éteindre, de péricliter. Et donc on a eu déjà une première succession, en fait on a eu une première, on pourrait dire, forêt de pionniers qui a été remplacée par une forêt de post-pionniers. Mais le stade continue. Sauf que maintenant, on est dans des forêts que peut-être vous pouvez avoir en tête, c'est-à-dire des endroits avec des grands chênes, des grands châtaigniers,
des arbres assez hauts, remplis avec des grandes feuilles, et qui finalement laissent peu d'ombre arriver jusqu'au sol. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces endroits-là? Qu'est-ce qu'on peut voir pousser partout par terre? Déjà, deux choses. On voit que il y a des tapis de feuilles absolument partout. Parce que ces arbres-là, les frênes, les châtaigniers, les chênes, ils sont, ils ont des feuilles caduques. Ce qu'on appelle caduques, ça veut dire qui tombent, quoi, qui se perdent. Et donc chaque hiver, chaque automne plutôt, ils se mettent à perdre leurs feuilles. Et ça, du coup, ça fait une quantité incroyable de matière qui va au sol, qui se décompose et qui nourrit le sol. Et en plus, ça nourrit le sol d'une manière qui est favorable aux arbres. Donc l'arbre, la forêt, elle sait créer le sol dont elle a besoin pour se développer. Et ça, c'est là encore qu'on est dans la suite de ce que j'ai dit plus tôt sur le travail du sol qui a été fait par les racines, par les pionniers. Ben là, on est un peu dans la suite avec un travail qui continue à être fait par les post-pionniers au niveau du sol avec un amendement permanent. Chaque année, boum, on envoie de la feuille à donf qui tombe, qui se décompose, c'est du carbone. Donc on met du carbone dans le sol. Et ça va booster aussi les arbres. En tout cas, ils profitent de cet équilibre chimique nouveau qui se fait dans le sol et au niveau du sol grâce à eux. Et peut-être vous savez ça, mais ce qu'on appelle l'humus ou le sol forestier, qui est une couche souvent bah, voilà, de le bois mort, les feuilles décomposées qu'on peut trouver dans le sol d'une forêt, où poussent les champignons et tout. Cet humus-là, c'est la terre la plus fertile du monde. Euh, et ce que je dis est exagéré, mais c'est des terres très 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 fertiles. Et il y a tout un tas de gens qui ont essayé d'aller chercher en forêt de la terre pour la ramener dans leur potager, dans leur champ, machin, pour voir ce que ça donnait, parce qu'on sait que c'est des terres très très fertiles et très riches, qui sont produites naturellement sans aucun engrais de synthèse, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Une fois que ce sol-là, du coup, il y a plus d'herbe dessus, il y a plus que des feuilles, et il y a quand même des arbres qui arrivent à pousser. On est dans une forêt, donc les arbres sont quelque part ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu dans ce contexte-là. Et en fait, là, on a des arbres qui vont arriver, qui sont des arbres qui n'ont pas besoin de lumière pour pousser. Vraiment pas. Ils peuvent vivre avec que de la lumière indirecte, c'est-à-dire de la lumière qui s'est réfléchie sur d'autres trucs, parce qu'il n'y a jamais pas de lumière. Sinon, quand il n'y a pas de lumière, on voit rien. Alors quand on va en forêt, il peut faire sombre, mais on voit quand même quelque chose. Il y a de la lumière qui vient, elle est indirecte, elle s'est réfléchie sur des feuilles, des trucs, des machins. Elle a pris un parcours compliqué, elle nous arrive avec une intensité qui est faible. Mais elle arrive quand même. Eh ben, il n'y a que quelques arbres qui vont savoir se sortir de cette situation. Et en France, en Europe, on va dire, on les connaît finalement facilement. C'est le hêtre, c'est le hou, et c'est le l'if. L'if. Voilà, un peu, je dirais, ces trois arbres-là, c'est les trois arbres principaux qu'on appelle des dryades, qui arrivent en fait, qui viennent conclure tout un cycle. Parce que eux, voilà, contrairement aux pionniers qui pouvaient venir finalement que quand il y avait de la lumière, là dans un contexte comme je vous parle, les frênes, tout ça, les bouleaux, ils peuvent arriver. Ils peuvent, parce que vu qu'ils se déplacent avec le vent, avec des petites graines qui volent, donc ils peuvent arriver dans la forêt. Ils vont s'implanter, ils vont se mettre dans le sol, peut-être qu'ils vont réussir à pousser pour certains. Ils vont pousser 1 an, ils vont pousser 2 ans, et on voit des petits frênes qui poussent là sous des hêtres et tout ça. Il y a pas, j'en vois tout le temps. Mais en fait, on n'en voit pas qui font 5 mètres. On n'en voit pas qui sont des jeunes adultes et qui se sont développés. Pourquoi? Parce que même s'ils ont pu s'implanter, développer, germer une graine et développer un jeune plant, il n'y a plus assez de lumière, il n'y a plus assez d'apport d'énergie pour eux pour qu'ils puissent se développer. Et donc ils vont mourir en fait, avant même d'avoir atteint un stage adulte. Et les seuls qui vont réussir à dépasser ce stage adulte, c'est les dryades, c'est les espèces d'ombre, et donc c'est le hêtre, le hou, le l'if. Voilà. Donc ça, et en fait, une fois qu'on arrive à ce stade, le hêtre, le hou, tout ça, chez nous en France, c'est surtout le hêtre qui est celui qui domine la fin de la forêt. Donc quand on voit par exemple une forêt où il y a beaucoup de hêtres, qui est très fermée, qui est très sombre, en fait c'est qu'on est dans une forêt qui est à la fin d'un certain cycle de sa vie. Et ce cycle-là,
une fois que c'est quoi son stade ultime? C'est le hêtre, ça peut devenir des très très gros arbres qui font 20, 25, 30, 35 mètres de haut. Et c'est aussi des arbres qui, contrairement à un chêne ou à un châtaignier dont vous avez peut-être l'image qui pousse très droit, on en voit là juste là, il y a quelques châtaigniers, ils poussent extrêmement droit. Le hêtre, c'est un arbre qui peut pousser avec énormément de tortuosité, quoi. Il se met dans tous les sens, il bouge, il va aller chercher la lumière comme il peut et il essaiera pas de pousser droit. Mais du coup, c'est un arbre, ça va souvent donner des arbres qui sont très déséquilibrés, qui ont toute la tête, tout le poids qui est en avant alors que la racine est là, machin. Et un jour, l'arbre est vieux, il y a un énorme coup de vent, c'est l'automne, il y a un grand vent d'automne, et cloc, il tombe. Il tombe, et là, eh ben, ça fait un nouvel apport de lumière. Et qu'est-ce qu'on va voir souvent? On va voir des ronces arriver sur cet arbre. Elles vont aider à créer un climat ou un milieu où en fait il y aura la lumière, la ronce qui va être sur le tronc de l'arbre mort, le bois mort va se décomposer, des champignons vont arriver, tout un tas de choses vont arriver, et tout ça va se décomposer, et le cycle va reprendre à partir de là. On va voir le retour de sureau, de bouleau. Top dans cette petite trouée de lumière là qui peut se faire le haut pied d'un arbre, ça peut faire une vingtaine de mètres de diamètre quoi. Donc sur une tache au sol de 20 mètres de diamètre, là au milieu d'une forêt très sombre remplie de vieux arbres, de vieux hêtres et tout, où il n'y a plus que ça, hop là d'un coup on a une tache de lumière de 20 mètres de diamètre. Et ben dans cette tache on va voir tout le cycle recommencer. Mais il faut bien voir que ça prend à peu près 700 ans de faire le tour de tout ce cycle. C'est-à-dire entre le moment où on est dans une prairie vide et que commencent à arriver des ronces puis des premiers arbres, jusqu'au moment où on a un être qui a poussé à cet endroit-là, qui est à la fin de sa vie et qui s'écroule sous son poids, sous le poids des années et des perturbations de l'environnement, et ben en fait, entre ces deux points du cycle qu'on pourrait voir un peu identiques, où la Terre est retournée à nu finalement, et ben c'est 700 ans en gros. Et donc ça nous donne aussi une idée de cette dynamique de l'arbre, quelle est sa temporalité. La dynamique non pas seulement de l'arbre, mais de la forêt qui est une succession d'arbres différents. J'espère que vous l'avez bien compris. Et en fait, cette succession d'arbres différents, elle est super importante aussi pour la biodiversité, pour la diversité des espèces vivantes autres que les arbres. Parce que chaque arbre, comme j'ai pu le dire avant, va avoir ces animaux, ces insectes, ces champignons associés qui vivent avec lui. Et chacun a sa niche, a son écosystème très particulier en fait. Et donc dans la forêt, dans une grande forêt, en fait on a toujours plusieurs stades de développement de cette forêt type dont je vous ai parlé, là, avec ces phases de pionnier, post-pionnier et grillade, les trois phases on va dire un peu, trois ou quatre phases si on compte la phase de friche du départ. Et ben on va dire ces quatre phases, elles ont c'est chacune un sous-cas, un moment particulier de la vie de la forêt dans laquelle on a des plantes, des champignons, des insectes, des oiseaux, des mammifères différents en fait. Parce que ils vont pas trouver la même nourriture, ils vont pas trouver la même qualité du sol, la même ombre, la même lumière. Et donc tout ça, c'est des choses que les espèces, ça définit leur niche écologique, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ils sont capables de vivre. Et quand ces conditions sont plus présentes, eh ben ils bougent. Et donc dans une grande forêt, en fait, on a tous les stades qui cohabitent d'une manière d'une mosaïque, quoi, qui cohabitent différemment. Et c'est ça qui fait qu'une forêt dans l'ensemble est un énorme lieu de diversité vivante, de biodiversité, de richesse vraiment du vivant, parce que on y croise entre guillemets des jeunes forêts, des vieilles forêts, des forêts entre deux, et que tout ça est super riche et qu'on a besoin de toute cette diversité. Pourquoi je vous ai fait la 30 minutes sur tout ça? Parce que c'est à cause de ça que c'est une connerie de planter des arbres. Quand on plante des arbres, en gros, on se met dans une posture de ok, moi je veux voir des chênes, je veux voir du châtaignier, ça c'est un bon bois, ça c'est un bon arbre, donc je le plante. Et puis souvent, comme je le dis, je le plante en champ, dans un endroit adapté où je vais pouvoir venir avec un tracteur le récolter. Et donc on perd, c'est plus du tout une forêt, c'est un champ d'arbres, un champ de monoculture intensive d'arbres.
Et appeler ça une forêt, c'est se tromper soi-même et tromper tous les gens à qui on en parle. Et les gens qui disent on a planté des arbres, donc on fait de la forêt, on sauve l'humanité, ils se foutent de votre gueule. Voilà, je vous le dis. Et peut-être qu'ils ne le savent pas, mais en tout cas, je vous assure que de mon point de vue, ils se foutent de votre gueule et de la mienne. Donc voilà, planter des arbres, c'est une énorme connerie. Quand on regarde bien, si vous êtes comme moi ou pas, mais sinon je vous invite à essayer de voir ces choses-là par vous-même. Vous pouvez aller dans un champ, comme j'ai chez moi, là, où j'ai des vaches qui pâturent. Et ben dans ce champ, sur toutes les lisières, et surtout là où il y a des arbres pas loin, il y a énormément d'arbres qui poussent, tout le temps. Des merisiers, des houx, des frênes, des châtaigniers. Il y a tout un tas de trucs qui poussent tout le temps. Et en fait, si chaque année je recule la clôture de 50 centimètres ou d'un mètre vers l'intérieur du champ et que j'empêche les vaches ou les moutons qui vont passer d'aller là où il y a des arbres, et ben en fait ils vont vivre, ils vont continuer à vivre, et ils vont se développer très bien. En plus ils sont venus là tout seuls, donc s'ils sont développés, c'est qu'ils sont capables de vivre ici parce que sinon la graine n'aurait pas germé, elle n'aurait pas pris, elle ne se serait pas développée. Et donc en fait, ces arbres-là, c'est les meilleurs arbres qu'on pourrait avoir. C'est les meilleurs. Ils sont adaptés, ils sont bien, ils ont choisi eux-mêmes d'être là, on ne les a pas forcés. Et ils s'inscrivent dans un cycle, ils sont venus là parce que c'est un bon, c'est possible pour eux. Et donc en fait, il faut arrêter de planter des arbres. Il faut arrêter de planter des arbres à la con. Je dis pas, il y a plein de situations où planter des arbres, planter des bocagères, moi je l'ai fait chez moi et je compte le faire encore, replanter des haies qui vont délimiter les champs et augmenter le linéaire d'arbres, c'est une super idée, il n'y a pas de doute. Mais en fait, par exemple, il y a beaucoup de projets autour de chez moi où on abandonne un champ qui était un champ de culture ou une prairie où pâturaient des animaux et converti et boisé, comme on dit. On a boisé la parcelle. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? Et ben en fait, on est venu avec un scalpel, on a retourné la terre et puis poum 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 poum, on a enquillé des arbres de 2 3 ans, donc déjà grands d'1,50 m, qu'on allait acheter dans une pépinière qu'on a sorti transporté avec du pétrole, avec des camions, qu'on a sorti avec une griffe. On met des protections en plastique autour. En plus, ça prend beaucoup de temps de planter des arbres, donc il y a du monde qui est venu, on a peut-être payé cher. Après, ça peut être aussi un super manche. Je suis pas contre en tant que tel la plantation, mais j'essaie juste d'expliquer que, par exemple, dans le cas d'un champ qui est pas loin d'une forêt, enfin, laisse ton champ 3 ans sans rien faire. Alors oui, au début, ça va faire bizarre, il va y avoir des ronces qui vont venir de partout et tout ça. Mais en fait, ces ronces, dès qu'il y aura le premier sous-altage des pionniers, avec l'ombre, ben, les ronces, elles vont s'arrêter. Et en fait, en 3 ans, il n'y a plus de ronces. Et puis en 10 ans, il y a déjà tout un tas d'arbres. 50 ans plus tard, il y a les premiers chênes, machin, trucs et tout qui vont arriver. 200 ans plus tard, c'est une très belle forêt de chênes, de frênes, de hêtres, machin. Et puis peut-être qu'au bout de 400 ans, on arrive au stade du hêtre, du début de la hêtraie, 400-500 ans, et que là, on arrive sur la phase un peu de fin, de forêt qui est remplie, qui est tout ombragée, et voilà. Sauf qu'en fait, on n'est pas prêt à attendre ce temps-là. On n'est pas prêt du tout. Et aujourd'hui, on est prêt à planter des arbres si on peut les couper dans 30 ans et en tirer du pognon. Mais en fait, planter des arbres pour planter des arbres comme ça, c'est même pas réfléchi, quoi. C'est même pas réfléchi, c'est même pas logique, c'est juste un énorme business. Je connais plusieurs personnes qui ont travaillé dans des choses de cet ordre-là sur les plantations pour les grosses boîtes qui vous disent qu'ils plantent des arbres et tout. Les trois quarts du temps, ils savent même pas si les arbres sont plantés ou pas. Vous croyez que quelqu'un va aller au Botswana vérifier que, en effet, les 500 000 balles ont bien été mis pour planter des arbres à tel endroit, dans 10 parcelles différentes réparties sur un pays qui fait 10 fois la surface de la France? Que dalle, personne va y aller, on s'en tape total en fait. On s'en tape total. Ce qui est important, c'est de dire qu'on a planté des arbres et c'est de dire qu'on fait quelque chose. Voilà, mais dans la réalité, quoi qu'il se passe, on s'en tape vraiment, on s'en tape totalement. Donc, moi je vous dis, si vous pensez que les arbres sont bons pour les écosystèmes vivants, qui nous font du bien, qui nous rendent des services incroyables, ce qui je pense est le cas, et qu'il faut les favoriser, et je pense que c'est le cas, et ben dans ce cas-là,
Oui, planter des haies, planter des arbres si vous voulez, essayer, il n'y a pas de souci, il faut le faire. Je pense que c'est toujours enrichissant de comprendre pourquoi un arbre a réussi à s'implanter là ou pas. Mais gardez en tête que laisser les arbres vivre leur vie à eux et les laisser se reproduire, se disséminer de la manière dont ils veulent, c'est un des leviers les plus puissants. Et c'est peut-être le meilleur levier qu'on pourrait activer, mais en fait, ça nous fait trop mal. Ça nous fait trop mal. Pourquoi? Parce que ça nous demande de lâcher prise, ça nous demande de laisser faire, ça nous demande de laisser tous ces écosystèmes forestiers reprendre leurs propres droits sur tout un tas de terres. Et il faut bien voir que historiquement, notamment par exemple dans un pays comme la France, depuis toujours, les hommes, les femmes, les êtres humains qui ont vécu là se sont un peu battus contre la forêt. Parce que comme je vous dis, quand on prend une parcelle à la forêt, elle fait très vite de la regagner et tous les arbres poussent, ils mettent la pression, ils amènent des graines, ils amènent des choses, les ronces sont là, ils sont prêts à repartir. Et si on n'a pas des animaux qui pâturent toute l'année et qui mangent toutes les jeunes pousses des arbres et qu'on ne vient pas couper la ronce à la main et la refouler et la repousser derrière les clôtures et tout ça, et ben en fait en 3 ans, la parcelle c'est la friche et dans 20 ans c'est déjà une petite forêt. Et ça, c'est quelque chose, on sait, entre guillemets, on a arraché des terres pour les cultiver à la forêt, parce qu'en France, il n'y avait que des forêts. Au départ, il n'y avait que des forêts partout. Donc, c'est aussi un truc, je pense qu'on a besoin de s'en rendre compte, quoi. On s'est battu contre ça. On a essayé de gagner ce privilège de finalement pouvoir limiter la forêt. Et donc aujourd'hui, c'est super dur pour plein de raisons, et je pense que profondément, c'est toujours présent en nous, le fait que on, on doit limiter la forêt, on doit la contraindre, parce qu'elle elle pourrait nous manger. Et en fait, je pense que dans l'état dans lequel on est arrivé aujourd'hui, de dégradation du monde vivant, et ben, laisser la forêt regagner du terrain sur des terres qu'on a pu artificialiser ou s'approprier, anthropiser, si ce mot vous parle, c'est-à-dire mettre à l'image et à la main de l'homme, comme les champs et tout ça, qui peuvent pas exister sans une personne qui va les cultiver, sans un être vivant, que ce soit humain ou autre, qui le travaille cette terre-là en fait. Ça n'existe pas tout seul. Donc voilà. Planter des arbres, oui. Pour sauver la planète, sûrement pas, mais pour sauver les écosystèmes et ce qu'ils nous apportent et le confort de vie qu'ils nous donnent, carrément. Planter des arbres n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, pas du tout. Sachez qu'en plus, un arbre, si vous plantez un arbre qui a 2 ans, il y a de grandes chances qu'il ne survive pas. Voilà. Et sachant que si vous avez payé votre arbre entre 5 et 20 balles, ben, vous êtes quand même content. Voilà, et que vous avez passé du temps à le planter, à machin, à mettre du plastique, à le transporter. Au bout du bout, ça vaut pas le coup du tout. Ça vaut pas le coup du tout vis-à-vis de laisser la nature faire son œuvre. Alors oui, il n'y a pas un merisier là où tu voulais, il n'y a pas un châtaignier juste là où moi je le voulais là. Mais en fait, c'est un équilibre. Tu peux planter les quelques arbres qui te font plaisir, tu peux tu peux semer toi-même des graines que tu as récoltées pour faire pousser des arbres qui te font plaisir et aller par-ci, par-là comme un petit jardinier, planter des choses. Et il n'y a pas de souci, et c'est génial, et moi je le fais et j'adore ça. Mais si le but c'est vraiment de sauver la planète, dans le sens en tout cas de sauver notre mode de vie et de conserver la possibilité d'un avenir qui soit épanouissant pour les êtres humains à la surface de la Terre, il vaut mieux laisser la forêt reprendre ses espaces et la laisser vraiment faire. Et ça ne veut pas dire que on ne peut pas avoir une interaction. Ça ne veut pas dire que on peut pas ouvrir un chemin quelque part. On ne peut pas dire non mais en fait moi en ce moment je gère des parcelles là, qui sont dans mon bois. Euh, J'enlève des hêtres. J'en enlève. Il y a des trucs que je veux essayer de maintenir la forêt dans son stade là d'avant la fin et qu'elle continue à produire du bois. En même temps, j'essaye de trouver un équilibre il y a du bois mort, je le laisse sur pied parce qu'il ne m'intéresse pas, j'en aurai aucun usage, mais je sais que tous les insectes vont être trop contents d'avoir ça à bouffer pendant les années qui viennent. Donc je leur laisse. Et en même temps, je fais des choix. Voilà, j'essaye de jouer mon rôle d'être humain au service de la vie,
d'aider la vie à se développer, et en même temps d'offrir quelque chose qui a de la valeur pour nous, les êtres humains. Ce bois-là, je peux le brûler, il a de la valeur pour moi. Ce bois-là, je peux en faire des planches, des charpentes, construire un bâtiment, il a une grande valeur pour moi. Et donc, je trouve un équilibre. Moi, je prends du bois, je prends des choses dans la forêt qui ont de la valeur pour moi et qui m'apportent quelque chose. Mais j'essaye aussi de, par mon soin, favoriser tout un tas de choses, favoriser la vie. C'est peut-être une illusion, c'est peut-être que je sais qu'il y a plein de gens qui sont pour un laisser-faire total et on touche plus, on coupe pas un arbre, mais n'empêche qu'en en fait, il faut bien un moment se chauffer, construire des meubles, construire des choses, et il y a un accroissement naturel des arbres chaque année. Je ne veux pas non plus qu'à un moment qu'il n'y ait plus que des arbres autour. J'aime la diversité des champs, des forêts et des autres choses. Et en fait, c'est bien aussi, c'est un équilibre. Je prélève du bois dans la forêt, je récolte du bois dans la forêt, comme je récolte des framboises aussi dans mon jardin. Et, euh, et c'est un équilibre que je trouve intéressant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Voilà, c'était pourquoi planter des arbres ou pourquoi ne pas en planter. Merci de votre attention et puis curieux de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de ces petites réflexions à voix haute, un peu long quand même, 50 minutes, super. Mais voilà, je m'en fous, donc allez, prenez soin de vous, prenez soin de la vie autour de vous, parce que la vie, c'est nous. Bisous.